Depuis des millénaires, le ciel porte des noms que la science moderne ne reconnaît plus, mais qu'elle n'a jamais complètement effacés. Certains de ces noms reviennent par cycles, portés par des fragments de textes anciens, par des calculs imparfaits ou par des silences institutionnels trop facilement interprétés. Nibiru est l'un d'eux. Non pas comme une certitude, mais comme une idée persistante, suspendue entre archives et écrans, entre observation réelle et attente humaine. Dans l'espace proche, chaque objet laisse une signature mesurable. Une masse perturbe, une lumière se reflète, une trajectoire se déforme. Et pourtant, malgré la précision croissante des instruments, certaines zones du ciel restent étonnamment calmes. Ce calme n'est pas vide, il est simplement incomplet. Et c'est dans ces interstices, là où les données s'arrêtent et où les récits commencent, que la question continue de dériver, lentement, sans jamais disparaître. Le mot apparaît souvent avant l'objet. Dans l'histoire de l'astronomie, les noms ont parfois précédé les preuves, flottant pendant des décennies avant d'être rattachés à une réalité mesurable. Nibiru appartient à cette catégorie incertaine. Il ne désigne pas un corps catalogué, ni une orbite confirmée, mais une idée persistante qui refuse de se dissoudre complètement. Une idée née dans les marges des textes anciens, reprise par des interprétations modernes, puis amplifiée par une époque saturée d'images et de soupçons. Dans les archives scientifiques contemporaines, aucune planète proche de la Terre ne porte ce nom. Les catalogues sont précis, surveillés en continu, enrichis par des relevés automatisés qui balayent le ciel sans relâche. Pourtant, malgré cette vigilance constante, l'hypothèse d'un objet massif non identifié continue d'émerger dans l'imaginaire collectif. Non pas comme une annonce brutale, mais comme une question lente, répétée, reformulée. Comment quelque chose d'aussi grand pourrait-il rester invisible aussi longtemps ? La réponse officielle est simple. Une planète proche perturberait l'équilibre du système solaire. Elle modifierait subtilement les trajectoires reconnues, influencerait les périodes orbitales, laisserait une empreinte gravitationnelle impossible à ignorer. Les instruments modernes sont conçus précisément pour détecter ces anomalies. Ils observent les mouvements avec une exactitude qui dépasse largement celle des générations précédentes. Dans ce cadre, l'absence de signal devient une donnée en soi. Mais l'histoire montre que l'absence a souvent été mal interprétée. Avant d'être observé, Neptune n'existait que comme une solution à des irrégularités. Avant d'être confirmé, de nombreuses exoplanètes n'étaient que des soupçons mathématiques, des infimes décalages dans la lumière d'étoiles lointaines. La science progresse rarement par certitudes immédiates. Elle avance par ajustements successifs, par corrections, par doutes organisés. Nibiru, dans ce contexte, ne se présente pas comme une planète précise, mais comme un espace conceptuel. Un lieu où se rencontrent des traditions anciennes et des outils modernes. Le nom est souvent relié à des tablettes mésopotamiennes, traduites et retraduites, où des termes astronomiques se mêlent à des récits mythologiques. Ces textes décrivent des cycles célestes, des points de passage, parfois des corps errants. Rien n'y correspond clairement à une planète cachée moderne, mais l'ambiguïté du langage ancien laisse place à l'interprétation. Cette ambiguïté est amplifiée par la distance temporelle. Les civilisations qui observaient le ciel sans télescope décrivaient ce qu'elles voyaient à l'œil nu, mais aussi ce qu'elles ressentaient face aux régularités et aux ruptures du cosmos. Les éclipses, les comètes, les alignements inhabituels devenaient des événements chargés de sens. Dans ce cadre, un objet céleste n'était jamais seulement un objet. Il était un signe, un marqueur de transition. La confusion commence lorsque ces récits sont relus à travers un vocabulaire scientifique moderne. Les mots changent de fonction. Ce qui était métaphore devient hypothèse. Ce qui était symbole devient trajectoire. Nibiru se transforme alors en planète errante, parfois décrite comme massive, parfois comme cyclique, parfois comme proche. Ces descriptions varient, se contredisent, s'ajustent aux attentes de chaque époque. À l'ère des satellites et des relevés numériques, la question se déplace. Elle ne porte plus seulement sur l'existence d'un objet, mais sur la confiance accordée aux institutions qui observent le ciel. Les agences spatiales publient des données brutes, des catalogues ouverts, des images accessibles. Pourtant, pour certains, cette transparence même devient suspecte. Trop d'informations, trop techniques, trop fragmentées. Le doute trouve toujours un espace où s'installer. Il est important de comprendre comment fonctionnent réellement ces observations. Le ciel n'est pas surveillé en continu de manière uniforme. Certaines régions sont étudiées plus intensément que d'autres, en fonction des priorités scientifiques, des missions en cours, des contraintes techniques.
Les zones proches du plan galactique, par exemple, sont plus difficiles à analyser en raison de la densité d'étoiles et de poussière. Cela ne signifie pas qu'elles sont ignorées, mais que les données y sont plus complexes à interpréter. Dans ces zones de complexité, l'imagination humaine trouve un terrain fertile. Un signal ambigu, une image floue, un artefact de capteur peut être isolé, extrait de son contexte, puis présenté comme une anomalie majeure. Ce processus n'est pas toujours intentionnel. Il naît souvent d'une méconnaissance des méthodes scientifiques ou d'un besoin profond de relier les points, même lorsque les points ne sont pas faits pour l'être. Nibiru devient alors un miroir. Il reflète moins le ciel que nos attentes face à lui. Dans un univers immense, silencieux, indifférent à l'échelle humaine, l'idée qu'un objet caché puisse approcher lentement donne une forme à l'inquiétude diffuse. Elle transforme l'abstraction cosmique en récit compréhensible. Une planète qui vient, un secret qui serait gardé, une révélation différée. Pourtant, lorsqu'on examine les données disponibles, une autre image se dessine. Les relevés infrarouges, conçus pour détecter des objets froids et lointains, n'indiquent rien de compatible avec une planète massive proche. Les mouvements des planètes connues restent remarquablement stables sur les échelles de temps observables. Les comètes à longue période, sensibles aux perturbations extérieures, suivent des distributions cohérentes avec les modèles existants. Cela ne signifie pas que tout est connu. L'astronomie contemporaine admet ouvertement ces zones d'ignorance. Des objets lointains, bien au-delà des planètes connues, sont encore hypothétiques. Des influences subtiles sont débattues. Mais ces inconnus se situent à des distances où leur effet sur la Terre serait imperceptible sur des millénaires. L'écart entre ces hypothèses et l'idée d'une planète proche est considérable. La persistance de Nibiru tient donc moins à des preuves qu'à une dynamique narrative. Une fois qu'un concept s'installe, il évolue indépendamment des données. Il s'adapte, change de forme, intègre chaque réfutation comme un élément supplémentaire du récit. Le silence devient dissimulation. L'absence devient preuve indirecte. Ce mécanisme est ancien, profondément humain. Comprendre cela ne revient pas à ridiculiser la question. Au contraire, cela permet de la replacer dans un cadre plus large, où la science et la culture interagissent. Le ciel n'est pas seulement un objet d'étude. Il est un écran sur lequel les sociétés projettent leurs peurs, leurs espoirs, leurs interrogations existentielles. Nibiru, dans ce sens, est moins une planète qu'un symptôme. Un symptôme d'un rapport troublé à l'autorité scientifique, d'une difficulté à accepter l'incomplétude sans y voir une intention cachée. Un symptôme aussi d'un désir ancien de croire que quelque chose approche, que le silence cosmique n'est qu'apparent. Mais si l'on laisse de côté le nom et le récit, il reste une question plus fondamentale, plus discrète. Que savons-nous réellement de ce qui se trouve aux confins de notre voisinage cosmique et comment distinguons-nous une absence de données d'une présence dissimulée ? C'est dans cette zone grise entre ce que les instruments montrent et ce que l'esprit imagine que le regard doit maintenant se tourner, lentement, vers les origines mêmes de cette idée ancienne et les textes qui lui ont donné naissance. Bien avant que les instruments modernes ne transforment le ciel en données, les premières civilisations ont levé les yeux avec une attention méthodique. Le ciel n'était pas un décor mais un calendrier, une mémoire vivante où le retour des astres réglait les semailles, les rituels, les récits. Dans cette observation lente et répétée, certains mots sont apparus. Des mots qui désignaient des passages, des seuils, des points de transition. Nibiru est l'un de ces mots, inscrit dans l'argile bien avant d'être projeté dans l'espace moderne. Les tablettes mésopotamiennes ne décrivent pas le ciel comme un inventaire figé. Elles l'abordent comme un système de mouvements cycliques, parfois réguliers, parfois troublés. Les scribes notaient les levers et les couchers, les variations de luminosité, les déplacements saisonniers. Leur langage mêlait précision et symbolisme car les phénomènes observés n'étaient jamais séparés de leur signification culturelle. Un astre n'était pas seulement localisé, il était interprété. Dans ce contexte, le terme souvent traduit par Nibiru apparaît comme un point de passage, un lieu céleste où quelque chose traverse, où un cycle se referme et recommence. Les traductions varient selon les époques et les chercheurs. Parfois le mot est associé à une étoile, parfois à une planète connue, parfois à une position symbolique dans le ciel. Il ne désigne pas un objet unique et stable, mais une fonction, un rôle dans l'ordre cosmique tel qu'il était compris alors. Cette nuance est essentielle. Les langues anciennes ne fonctionnaient pas comme les catalogues scientifiques modernes. Un même terme pouvait englober plusieurs réalités selon le contexte.
Le ciel était lu comme un texte vivant et chaque phénomène s'inscrivait dans un réseau de correspondance. Lorsque les tablettes parlent de mouvements inhabituels ou de passages rares, elles ne cherchent pas à isoler un corps céleste inconnu, mais à décrire une rupture dans le rythme attendu. La relecture moderne de ces textes a souvent ignoré cette complexité. À partir du XXe siècle, certaines interprétations ont extrait le mot de son contexte pour lui attribuer une identité précise. Une planète, une orbite longue, un retour périodique. Ces idées, séduisantes par leur clarté apparente, reposent pourtant sur des glissements linguistiques subtils. Ce qui était une notion relationnelle devient un objet autonome. Les spécialistes de l'assyriologie rappellent régulièrement que les tablettes connues ne décrivent aucun corps massif inconnu traversant le système solaire interne. Elles mentionnent des planètes visibles à l'œil nu, des étoiles fixes, des phénomènes transitoires comme les comètes. Lorsque des événements rares sont évoqués, ils sont intégrés à un cadre mythologique, non à une mécanique céleste détaillée. L'idée d'une planète cachée n'y trouve pas de support direct. Pourtant, le mythe persiste, car il s'appuie sur une sensation plus que sur une traduction, celle d'un savoir ancien perdu, d'une connaissance effacée par le temps ou volontairement ignorée. Cette sensation est renforcée par la matérialité même des tablettes, fragile, fragmentaire, incomplète. Chaque lacune devient une invitation à combler le vide par l'imagination. Chaque mot ambigu ouvre un espace narratif. Il faut aussi considérer le regard moderne posé sur ces civilisations. Elles sont souvent perçues comme mystérieuses, presque étrangères, alors qu'elles étaient profondément pragmatiques dans leur observation du ciel. Leur survie dépendait de la régularité des saisons. Une planète errante capable de bouleverser cet ordre aurait été notée de manière insistante, redoutée, intégrée aux chroniques. Or, rien de tel n'apparaît de façon cohérente. La confusion s'amplifie lorsque les récits mythologiques sont lus comme des archives scientifiques codées. Les dieux qui descendent, les combats célestes, les destructions cycliques sont interprétés comme des descriptions littérales d'événements astronomiques. Cette lecture oublie que le mythe n'est pas une tentative maladroite de science, mais une autre manière de structurer le monde. Il exprime des vérités sociales, psychologiques, cosmologiques, sans chercher la précision instrumentale. Nibiru, dans ses récits, est parfois lié à une divinité majeure associée à l'ordre et à la transition. Il marque un moment, non un objet, un point où quelque chose change de statut. Cette fonction symbolique est cohérente avec l'usage du terme dans d'autres contextes non astronomiques. Il peut désigner un gué, un passage terrestre, un lieu de franchissement. Le ciel et la terre partageaient le même vocabulaire. Lorsque cette dimension est ignorée, le mot devient une énigme isolée. Il est alors facile de lui attribuer une réalité physique moderne. Une planète invisible devient plus simple à imaginer qu'un concept cosmologique ancien. Cette simplification répond à un besoin contemporain de matérialité. Ce qui n'est pas mesurable semble moins réel. Pourtant, pour ces cultures, la réalité se déployait sur plusieurs plans simultanés. L'ombre de Nibiru s'étend ainsi à travers les siècles, non parce qu'un objet approche, mais parce qu'un mot a changé de fonction. Il est passé du rôle de repère symbolique à celui de corps céleste hypothétique. Ce glissement est rarement interrogé dans les récits populaires. Il est pourtant au cœur de la confusion. La science moderne ne réfute pas un texte ancien. Elle dialogue avec lui en respectant son cadre. Il existe une ironie discrète dans cette histoire. Les civilisations qui ont donné naissance au mot observaient le ciel avec une régularité impressionnante, mais acceptaient aussi son imprévisibilité. Elles savaient que tout n'était pas sous contrôle, ni compréhensible immédiatement. Le doute faisait partie du système. Aujourd'hui, ce même doute est souvent perçu comme une preuve de dissimulation, plutôt que comme une limite naturelle du savoir. En examinant les tablettes, sans chercher à y projeter des attentes modernes, une image plus calme apparaît, celle d'un ciel interprété, raconté, intégré à la vie quotidienne. Un ciel où chaque mouvement avait un sens, mais pas nécessairement une menace. Nibiru n'y est pas un intrus, mais un point de référence. Un rappel que les cycles existent parce qu'ils passent par des seuils. Cette distinction est cruciale pour la suite. Si l'idée de Nibiru ne naît pas d'une observation astronomique précise, mais d'un langage symbolique, alors la question change de nature. Elle ne porte plus sur la dissimulation d'un objet, mais sur la transformation d'un récit. Comment une notion ancienne est-elle devenue, à l'époque moderne, le centre d'une inquiétude cosmique ? Pour répondre à cela, il faut quitter les tablettes et entrer dans un autre domaine,
celui des calculs, des trajectoires supposées et des anomalies que certains croient discerner dans les mouvements célestes, là où les chiffres remplacent les mythes, mais où l'incertitude, elle, demeure étonnamment familière. À mesure que l'astronomie s'est détachée du mythe pour s'ancrer dans la mesure, une nouvelle forme de récit est apparue. Plus discrète, plus abstraite, mais tout aussi puissante. Ce récit ne s'écrit pas avec des symboles gravés dans l'argile, mais avec des séries de nombres, des modèles prédictifs, des comparaisons entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Dans ce langage silencieux, l'absence devient parfois plus éloquente que la présence. Les mouvements des corps célestes suivent des régularités remarquables. Ces régularités ne sont pas parfaites, mais elles sont cohérentes. Lorsqu'un objet massif est présent, même invisible, son influence se manifeste par de légers écarts. Un retard infime, une avance presque imperceptible, une déviation lente mais cumulative. Ces effets ne surgissent pas soudainement. Ils s'accumulent avec le temps, laissant une trace lisible pour qui sait la chercher. C'est précisément ainsi que certaines planètes ont été identifiées avant d'être vues. Leur existence a été déduite à partir de déséquilibres persistants, de trajectoires qui refusaient de se conformer aux prévisions. Dans ces cas-là, l'invisible se trahissait par son interaction avec le visible. Il n'était pas nécessaire de voir l'objet pour en deviner la masse et la position approximative. Le ciel révélait une tension, une incohérence locale. Dans le cas de Nibiru, cette tension attendue ne se manifeste pas. Les trajectoires téléconnues, observées sur de longues périodes, s'alignent avec une précision croissante sur les modèles établis. Les écarts résiduels, lorsqu'ils existent, sont expliqués par des effets bien compris ou par des ajustements progressifs des paramètres. Rien n'indique l'influence d'un corps massif évoluant à proximité des régions internes du système solaire. Cette absence n'est pas le fruit d'un regard superficiel. Elle résulte d'une accumulation de données recueillies par des instruments indépendants à différentes époques dans des conditions variées. Les observatoires terrestres, les missions spatiales, les relevés automatisés convergent vers une même stabilité globale. Le système n'est pas figé, mais il est remarquablement cohérent. Il est tentant de penser que l'absence de perturbation pourrait être temporaire, que l'objet serait encore trop éloigné pour se faire sentir. Cette hypothèse est souvent avancée pour maintenir la possibilité d'une planète cachée. Pourtant, même à grande distance, une masse significative laisse une empreinte. Elle agit comme une main invisible tirant doucement sur les fils du mouvement. Plus le temps passe, plus cette traction devient détectable. Les objets les plus sensibles à ce type d'influence sont ceux qui évoluent aux marges. Les comètes à trajectoire étendue, les petits corps glacés, les débris lointains. Leur comportement collectif offre un miroir des forces qui les entourent. Or, leur distribution actuelle correspond à des scénarios déjà modélisés. Elle ne suggère pas l'intervention récente ou imminente d'un acteur inconnu proche. Il faut aussi comprendre la manière dont les modèles sont construits. Ils ne reposent pas sur une seule hypothèse figée, mais sur une exploration de possibilités. Des paramètres sont ajustés, testés, confrontés aux observations. Lorsqu'une hypothèse ne correspond pas aux données, elle est modifiée ou abandonnée. Ce processus n'est pas spectaculaire, il est lent, parfois frustrant, mais il est rigoureux. Dans ce cadre, l'idée d'une planète proche dissimulée ne résiste pas longtemps à l'examen. Pour qu'elle reste invisible, elle devrait à la fois éviter toute détection directe et n'exercer aucune influence mesurable sur son environnement. Cette combinaison est hautement improbable. Plus une hypothèse exige de conditions exceptionnelles pour subsister, plus elle s'éloigne du domaine scientifique pour entrer dans celui du récit. Cela ne signifie pas que la science prétend tout savoir. Au contraire, elle identifie clairement ces zones d'incertitude. Certaines régions lointaines restent difficiles à explorer. Certains phénomènes subtils sont encore débattus. Mais ces incertitudes sont encadrées. Elles ne permettent pas l'introduction arbitraire d'un objet majeur sans conséquences observables. La confusion naît souvent d'une méconnaissance de ce que signifie une prédiction scientifique. Une prédiction n'est pas une promesse, ni une affirmation absolue, c'est une projection conditionnelle. Si tel ensemble de conditions est réuni, alors tel comportement est attendu. Lorsque le comportement observé correspond à la projection, la confiance augmente. Lorsqu'il s'en écarte, la projection est révisée. Dans le cas présent, les projections sans Nibiru correspondent aux observations. Il n'y a pas de divergence croissante, pas de dérive inexpliquée. Cette concordance n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde.
Elle s'étend sur des décennies d'observation, parfois plus lorsque l'on inclut les archives anciennes réinterprétées à la lumière moderne. Il est intéressant de noter que cette stabilité est parfois perçue comme suspecte. Dans certains récits, le fait que tout semble fonctionner devient une preuve de manipulation, comme si l'ordre était en lui-même un masque. Cette inversion du raisonnement révèle une tension plus large, une difficulté à accepter que l'univers puisse être à la fois vaste, complexe et relativement stable à l'échelle humaine. L'idée de Nibiru s'insinue alors dans les interstices de cette tension. Elle propose une rupture imminente, une révélation cachée derrière la façade de la normalité. Mais la science, dans sa lenteur méthodique, ne fonctionne pas par révélation soudaine. Elle progresse par accumulation, par correction successive, par élimination des hypothèses incompatibles avec les faits. Lorsque les mathématiques suggèrent une absence, elles ne le font pas par silence, mais par cohérence. Elles indiquent que ce qui est observé peut être expliqué sans recourir à un élément supplémentaire. En science, cette économie n'est pas un choix esthétique, mais une exigence pratique. Chaque nouvel objet introduit doit justifier sa présence par une nécessité explicative. Cela ne rend pas l'absence confortable. Elle laisse un espace vide, un horizon sans événement imminent. Pour certains, ce vide est plus troublant qu'une menace identifiable. Il n'offre pas de récit clair, pas de tension narrative. Il demande une patience, une confiance dans un processus impersonnel. Cette exigence peut sembler froide, presque inhumaine. Pourtant, c'est précisément cette froideur qui permet de distinguer l'inconnu du caché. L'inconnu est reconnu, cartographié par ses limites. Le caché, lui, est supposé intentionnellement dissimulé. La différence est subtile, mais fondamentale. Dans le premier cas, l'absence est un appel à la recherche. Dans le second, elle devient une accusation. En observant le ciel à travers les modèles actuels, ce qui se dessine n'est pas une approche dissimulée, mais une continuité. Un système où les grandes structures évoluent lentement, où les surprises existent mais se manifestent par des indices graduels. Si quelque chose de massif devait réellement s'approcher, il ne le ferait pas dans le silence total. Cette constatation n'éteint pas la question. Elle la transforme. Si l'absence de perturbation est significative, alors pourquoi l'idée persiste-t-elle avec autant de force ? Qu'est-ce qui, au-delà des chiffres et des modèles, nourrit cette attente d'un corps invisible ? Pour comprendre cela, il faut quitter le domaine abstrait des calculs et se tourner vers les instruments eux-mêmes, vers ce qu'ils voient, et surtout vers ce qu'ils ne révèlent pas immédiatement lorsqu'ils scrutent le ciel le plus sombre. Chercher ce qui ne se montre pas exige une discipline particulière. En astronomie, cette discipline s'est affinée au fil des siècles, passant de l'observation directe à des méthodes capables de révéler l'invisible par ses effets secondaires. La quête d'un corps céleste hypothétique n'est jamais une chasse spectaculaire. Elle ressemble davantage à une veille patiente où chaque donnée est examinée pour ce qu'elle suggère, mais aussi pour ce qu'elle exclut. Les astronomes savent que le ciel n'est pas entièrement transparent. La lumière visible ne raconte qu'une partie de l'histoire. Certains objets sont trop froids, trop sombres ou trop éloignés pour se manifester clairement dans ce spectre. C'est pourquoi la recherche s'est étendue à d'autres longueurs d'onde capables de capter des signatures plus discrètes. Cette extension du regard n'a pas été motivée par des mythes, mais par des nécessités concrètes. Comprendre l'univers exigeait de dépasser ce que l'œil humain pouvait percevoir. Dans cette quête élargie, de nombreux objets ont été découverts. Des corps faiblement lumineux, des nuages diffus, des structures auparavant insoupçonnées. Chaque découverte a affiné les attentes. Elle a aussi resserré les contraintes. Plus les instruments deviennent sensibles, plus l'espace où pourrait se cacher un objet massif se réduit. Ce rétrécissement progressif est rarement mis en avant dans les récits populaires, car il n'offre pas de révélation soudaine. Il se produit par élimination silencieuse. Lorsqu'un corps invisible est recherché, on ne commence pas par le chercher partout. Les hypothèses initiales définissent des régions probables, des distances compatibles, des mouvements attendus. Ces hypothèses sont ensuite confrontées aux données. Si aucune correspondance n'est trouvée, elles sont révisées. Ce processus s'est répété à de nombreuses reprises pour différents objets, certains confirmés, d'autres abandonnés. La science ne s'attache pas à une idée par loyauté, mais par utilité explicative. Dans le cas d'une planète hypothétique proche, les contraintes sont particulièrement fortes. Un tel objet ne pourrait pas se déplacer librement sans interagir avec son environnement. Il traverserait des régions déjà cartographiées, influencerait des populations de petits corps, modifierait des flux observables.
Chaque absence de modification réduit la plage des scénarios possibles. Ce n'est pas une réfutation brutale, mais une usure lente de l'hypothèse. Il existe une tentation récurrente de déplacer l'objet supposé à mesure que les observations progressent. Lorsqu'une région est examinée sans résultat, l'hypothèse migre vers une autre zone, plus éloignée, plus obscure. Ce déplacement constant donne l'illusion d'une poursuite active, alors qu'il s'agit souvent d'un recul stratégique face aux données. Plus l'objet est éloigné, moins il est pertinent pour expliquer quoi que ce soit dans l'environnement proche. La notion de dissimulation revient fréquemment dans ces récits. Elle suppose une intention, un choix de ne pas montrer. Or, le ciel ne fonctionne pas selon des intentions humaines. Les objets célestes ne se cachent pas. Ils émettent, réfléchissent, interagissent. Leur visibilité dépend de leurs propriétés physiques et des outils utilisés pour les observer. Lorsqu'un objet reste invisible malgré une couverture observationnelle étendue, cela indique généralement une absence, non une ruse. Il est aussi important de distinguer la recherche ciblée de la surveillance générale. Toutes les observations ne sont pas conçues pour trouver une planète hypothétique. Beaucoup visent d'autres objectifs, mais produisent néanmoins des données exploitables. Ces données sont souvent publiques, analysées par des équipes indépendantes, croisées avec d'autres relevés. Cette multiplicité réduit considérablement la probabilité qu'un objet massif puisse passer inaperçu de manière cohérente. La quête d'un corps invisible révèle ainsi un paradoxe. Plus on cherche sérieusement, moins l'espace pour l'imaginer est vaste. Cette contraction n'est pas toujours intuitive. Elle peut donner l'impression que la science ferme des portes plutôt qu'elle n'en ouvre. En réalité, elle clarifie le paysage. Elle distingue ce qui est plausible de ce qui relève désormais du récit. Ce processus de clarification est rarement spectaculaire. Il ne s'accompagne pas d'annonces solennelles. Il se manifeste dans des rapports techniques, des bases de données mises à jour, des hypothèses discrètement abandonnées. Pour un regard extérieur, ce silence peut sembler suspect. Pour les chercheurs, il est simplement le signe que rien d'inattendu n'a été trouvé. Il arrive pourtant que des surprises surgissent, mais elles ne prennent pas la forme d'un objet gigantesque apparaissant soudainement à proximité. Elles sont souvent modestes, locales, intégrées progressivement au cadre existant. Lorsqu'un objet nouveau est identifié, il est d'abord incertain, puis caractérisé, puis contextualisé. Ce cheminement laisse peu de place à une dissimulation prolongée. La persistance de l'idée d'un corps invisible proche tient en partie à une incompréhension de ce rythme. La science ne fonctionne pas sur le mode de la révélation finale, mais sur celui de l'ajustement continu. Elle accepte l'incomplétude sans y voir une menace. Cette posture est difficile à concilier avec un imaginaire nourri de secrets et de dévoilements. En observant l'histoire des recherches infructueuses, on constate un motif récurrent. Les hypothèses les plus persistantes sont souvent celles qui se déplacent le plus, qui changent de forme pour éviter la confrontation directe avec les données. Elles deviennent alors moins falsifiables, plus diffuses. Ce glissement les éloigne progressivement du domaine scientifique, sans pour autant les faire disparaître de l'espace culturel. La longue quête d'un corps invisible révèle donc autant sur notre rapport au savoir que sur le ciel lui-même. Elle montre une tension entre le désir de certitude et l'acceptation du vide, entre l'attente d'un événement marquant et la réalité d'un univers largement indifférent aux récits humains. Dans ce contexte, le silence des instruments n'est pas un aveu d'ignorance, mais une information en soi. Ce silence devient cependant plus complexe lorsqu'on change de regard. Certains instruments ne cherchent pas des mouvements ou des interactions, mais des signatures thermiques. Ils observent le ciel autrement, révélant des objets que la lumière visible ignore. Ces observations ouvrent un nouveau chapitre, souvent invoqué pour raviver l'idée d'un objet caché. C'est dans ce domaine, à la frontière entre chaleur et obscurité, que l'attention doit maintenant se porter. Lorsque le regard humain a appris à dépasser la lumière visible, le ciel a changé de texture. Des régions autrefois vides se sont remplies de structures diffuses. Des objets froids, silencieux, ont commencé à apparaître là où rien ne semblait exister. L'infrarouge n'a pas été conçu pour nourrir des récits cachés, mais pour répondre à une limite précise, voir ce qui ne brille pas, mais qui existe pourtant. Dans l'espace proche, la majorité des objets n'émettent que très peu de lumière visible. Leur présence se trahit davantage par une chaleur résiduelle, faible mais mesurable. Les instruments infrarouges ont donc été pensés comme des capteurs de traces, capables de détecter une signature thermique là où l'œil humain ne perçoit qu'un fond noir uniforme.
Cette capacité a transformé la cartographie du ciel, en particulier pour les corps froids et éloignés. Lorsqu'on évoque une planète hypothétique cachée, l'infrarouge devient rapidement central. Une planète, même sombre, conserve une température différente du vide environnant. Elle absorbe, elle rayonne, elle laisse une empreinte énergétique. Cette empreinte ne disparaît pas simplement parce qu'un objet est éloigné ou peu lumineux. Elle s'atténue, mais elle persiste. C'est précisément ce type de signal que les relevés infrarouges cherchent à capter. Au fil des décennies, le ciel a été balayé à plusieurs reprises par des instruments spécialisés. Ces campagnes n'étaient pas orientées vers une planète mythique, mais vers une compréhension globale de l'environnement cosmique. Elles ont permis d'identifier des objets auparavant inconnus, des corps substellaires, des nuages de poussière froide. Chaque découverte a affiné la sensibilité des instruments et resserré les marges d'ignorance. Dans ce cadre, l'absence de détection d'un objet massif proche n'est pas un simple silence. C'est un résultat actif. Les zones observées couvrent l'essentiel de l'espace où un tel objet pourrait se trouver sans produire d'effets visibles ailleurs. Plus les relevés s'accumulent, plus cette fenêtre se referme. Ce processus est progressif, discret, rarement mis en récit, mais il est constant. Il existe cependant une idée persistante selon laquelle certaines régions du ciel échapperaient encore à cette surveillance. Des zones saturées, trop complexes, trop bruyantes. Cette idée contient une part de vérité. Le ciel n'est pas homogène. Certaines directions sont plus difficiles à analyser en raison de la densité d'objets ou de la présence de poussière interstellaire. Mais ces difficultés n'équivalent pas à une invisibilité totale. Elles compliquent l'analyse, elles ne l'annulent pas. Lorsqu'un signal infrarouge ambigu est détecté, il n'est jamais interprété isolément. Il est comparé à d'autres longueurs d'onde, confronté à des catalogues existants, analysés dans le temps. Un objet réel se comporte de manière cohérente. Il se déplace selon des régularités, conserve une signature identifiable. Les faux signaux, eux, se dissipent, se transforment, révèlent leur nature instrumentale ou environnementale. Dans les récits populaires autour de Nibiru, certaines images infrarouges floues sont souvent présentées comme des preuves. Sorties de leur contexte, elles semblent suggérer une présence dissimulée. Mais replacées dans leur cadre d'origine, elles correspondent généralement à des objets déjà connus, à des artefacts ou à des structures diffuses sans masse significative. Le ciel infrarouge est riche, mais il n'est pas mystérieux au sens où on l'entend souvent. Il faut aussi comprendre que la chaleur détectée n'est pas éternelle. Les objets anciens, éloignés de toute source énergétique, se refroidissent avec le temps. Leur signature thermique devient de plus en plus faible, mais cette atténuation suit des lois bien comprises. Elle ne permet pas à un objet massif de devenir totalement indétectable s'il se trouve relativement proche à l'échelle cosmique. Il resterait toujours une trace, aussi ténue soit-elle. L'idée d'une planète froide, sombre, glissant entre les relevés infrarouges suppose une conjonction très spécifique de conditions. Une distance suffisante pour réduire la signature, mais assez proche pour nourrir les inquiétudes. Une trajectoire telle qu'elle éviterait toutes les zones surveillées. Une masse suffisante pour être significative, mais pas assez pour perturber l'environnement observable. Chaque condition réduit la probabilité globale. Ce type de scénario n'est pas impossible au sens strict, mais il devient de moins en moins plausible à mesure que les observations se multiplient. En science, la plausibilité n'est pas une question de croyance, mais de compatibilité avec l'ensemble des données disponibles. Lorsqu'un scénario exige trop d'ajustements pour survivre, il perd sa force explicative. Le ciel infrarouge ne révèle donc pas une planète cachée proche. Il révèle surtout la structure fine de l'univers froid, des objets modestes, souvent plus petits que prévu, parfois plus nombreux. Il montre que l'invisible n'est pas nécessairement gigantesque ou menaçant. Il peut être diffus, discret, sans conséquences directes sur l'environnement proche. Cette réalité est parfois décevante pour ceux qui cherchent un signe fort, une anomalie claire. Le ciel observé dans ses longueurs d'onde ne se conforme pas aux attentes narratives. Il ne livre pas de secret central, mais une multitude de détails périphériques. Cette dispersion peut donner l'impression que l'essentiel est manqué, alors qu'il est simplement absent. Il existe une autre source de confusion. Certains objets observés en infrarouge sont si éloignés qu'ils semblent immobiles sur de longues périodes. Leur lenteur apparente est parfois interprétée comme une dissimulation. En réalité, elle reflète simplement des distances extrêmes. Ces objets appartiennent à des régions où leur influence sur l'environnement proche est négligeable. Ils ne participent pas à un scénario d'approche.
En fin de compte, l'infrarouge ne ferme pas la porte à l'inconnu. Il la redimensionne. Il montre que ce qui échappe au regard n'est pas nécessairement ce qui se rapproche. Il rappelle que l'univers contient bien plus de silence que d'événements, et que ce silence, lorsqu'il est mesuré, devient une information précieuse. Mais malgré cette accumulation de données, une question persiste dans l'imaginaire collectif. Si les instruments voient tant de choses, pourquoi certaines zones du ciel semblent-elles toujours observées indirectement ou différemment ? Pourquoi certaines missions regardent-elles ailleurs ? Ce déplacement du regard nourrit une autre interrogation, moins liée aux capteurs qu'aux choix humains qui orientent leur usage. C'est là que la réflexion doit maintenant se prolonger. Observer le ciel n'est jamais un acte neutre. Chaque instrument, chaque mission, chaque orientation du regard résulte d'un choix. Non pas d'un choix secret ou dissimulé, mais d'un arbitrage entre des contraintes techniques, des objectifs scientifiques et des ressources limitées. Pourtant, ces choix sont souvent interprétés comme des évitements. Lorsque certaines régions du ciel sont moins observées que d'autres, l'absence devient suspecte et l'orientation même des sondes se transforme en question. Il est tentant d'imaginer que les instruments pourraient tout voir tout le temps sans interruption. En réalité, chaque mission spatiale est conçue pour répondre à des questions précises. Les trajectoires, les champs de vision, les durées d'observation sont optimisés pour maximiser les résultats attendus. Une sonde ne scrute pas le ciel au hasard. Elle suit un programme élaboré des années à l'avance, ajusté en fonction des données recueillies et des priorités scientifiques. Cette focalisation crée des zones de forte couverture et d'autres plus diffuses. Ce déséquilibre n'est pas un aveu d'ignorance, mais une conséquence directe de la spécialisation. Observer tout également reviendrait à ne rien observer avec suffisamment de précision. La science avance par concentration, par approfondissement ciblé, non par une surveillance uniforme et constante. Dans les récits autour de Nibiru, cette réalité est souvent inversée. Le fait que certaines sondes ne soient pas orientées vers une région spécifique est interprété comme une décision délibérée d'éviter quelque chose. Mais pour éviter, encore faudrait-il avoir une raison claire de le faire. Or, aucune donnée préliminaire crédible ne suggère la présence d'un objet proche nécessitant un tel contournement. Les sondes interplanétaires sont particulièrement contraintes. Leur énergie, leur orientation, leur capacité de communication imposent des limites strictes. Elles observent souvent dans des directions dictées par leur trajectoire et leur mission principale. Leur rôle n'est pas de surveiller l'ensemble du ciel, mais d'explorer un environnement précis. Leur silence sur un objet hypothétique n'a donc rien d'étonnant. Il existe aussi une confusion fréquente entre observation directe et observation indirecte. Certaines régions du ciel sont étudiées à partir de données collectées pour d'autres objectifs. Ces observations secondaires sont parfois moins médiatisées, moins commentées. Elles n'en sont pas moins réelles. Les données circulent, sont archivées, analysées par des équipes multiples, souvent indépendantes les unes des autres. Cette multiplicité est rarement prise en compte dans les récits de dissimulation. Elle complique l'idée d'un contrôle centralisé de l'information. Les agences spatiales collaborent, partagent des données, publient des résultats. Les bases de données sont ouvertes, consultables. Un objet massif proche ne pourrait pas être ignoré simultanément par des réseaux entiers d'observateurs sans laisser de traces dans ces échanges. La perception d'un regard détourné est aussi liée à la temporalité. Certaines missions prennent fin, d'autres commencent. Il y a des périodes sans observation active dans certaines longueurs d'onde, simplement parce qu'un instrument est hors service ou qu'une mission est en transition. Ces intervalles sont parfois interprétés comme des moments de dissimulation, alors qu'ils relèvent de contraintes techniques ordinaires. Il faut également considérer que l'observation du ciel est cumulative. Une région non observée intensivement aujourd'hui l'a peut-être été hier ou le sera demain. Les données anciennes ne disparaissent pas. Elles sont réanalysées à la lumière de nouveaux outils, de nouvelles hypothèses. Cette continuité temporelle réduit encore la probabilité qu'un objet majeur puisse se faufiler entre les mailles du filet. L'idée que les sondes regardent ailleurs suppose une intention narrative. Elle transforme des décisions techniques en gestes symboliques. Or, les décisions scientifiques sont rarement symboliques. Elles sont pragmatiques, parfois prosaïques. Elles visent à répondre à des questions spécifiques, souvent éloignées des préoccupations populaires. Il existe cependant une raison plus subtile à cette perception. Les missions les plus visibles médiatiquement ne sont pas toujours celles qui produisent les données les plus pertinentes pour une hypothèse donnée. Certaines observations cruciales se font sans images spectaculaires, sans annonce publique.
Elles prennent la forme de chiffres, de courbes, de catalogues mis à jour. Ce travail discret alimente l'impression que quelque chose est omis, alors qu'il est simplement présenté autrement. Dans l'imaginaire collectif, le ciel devrait offrir des signes clairs, des images frappantes. Lorsqu'elles manquent, le soupçon s'installe. Mais la science ne cherche pas des signes, elle cherche des cohérences. Elle ne s'oriente pas vers ce qui intrigue le plus, mais vers ce qui promet de clarifier une question précise. Ce décalage entre attente narrative et pratique scientifique nourrit l'idée d'un regard volontairement détourné. Il est aussi important de rappeler que les sondes ne sont pas les seuls observateurs. Les télescopes terrestres, les réseaux amateurs, les observatoires indépendants contribuent à une surveillance diffuse mais constante. Cette diversité de regards rend l'évitement concerté hautement improbable. Un objet proche, suffisamment massif pour susciter des inquiétudes, attirerait l'attention par des canaux multiples, souvent imprévus. La persistance de la question révèle donc autre chose. Elle pointe vers un malaise face à la complexité du processus scientifique, un désir de clarté immédiate, de confirmation visuelle. Lorsque cette confirmation n'arrive pas, l'absence est interprétée comme une rétention d'informations. Pourtant, l'information est souvent là, simplement moins accessible sans les outils conceptuels nécessaires pour l'interpréter. Pourquoi, alors, cette idée revient-elle sans cesse ? Pourquoi l'orientation des sondes devient-elle un argument narratif ? Peut-être parce qu'elle offre une explication simple à une situation complexe. Il est plus facile d'imaginer un regard détourné que d'accepter une absence persistante de preuves. Le récit gagne en tension ce qu'il perd en précision. Mais à mesure que les missions se succèdent, que les données s'accumulent, une autre image émerge. Celle d'un ciel observé sous des angles multiples, avec des méthodes variées, sans révélation cachée. Un ciel où l'inconnu existe, mais où il se manifeste par des questions ouvertes, non par des menaces silencieuses. Cette constatation ne met pas fin à l'histoire. Elle la déplace. Si les sondes ne regardent pas ailleurs par dissimulation, mais par nécessité, alors l'origine de l'idée de Nibiru doit être cherchée ailleurs. Non plus dans le ciel observé, mais dans la manière dont certaines hypothèses modernes ont été construites, amplifiées et diffusées. C'est dans ce glissement entre recherche légitime et récit contemporain que la prochaine étape de cette réflexion prend forme. À un moment précis, l'idée cesse d'être une question diffuse et devient un récit structuré. Ce basculement ne se produit pas dans les observatoires, mais dans l'espace intermédiaire entre savoir spécialisé et diffusion grand public. C'est là que Nibiru change de nature. Elle quitte le domaine des interprétations anciennes et des hypothèses abstraites pour devenir une entité moderne, dotée d'une trajectoire, d'une temporalité, parfois même d'une intention implicite. Cette transformation ne se fait pas en un instant. Elle résulte d'un enchaînement de reformulations, chacune simplifiant la précédente. Une ambiguïté linguistique devient une hypothèse historique. Une hypothèse devient une possibilité astronomique. Une possibilité se transforme en certitude conditionnelle. À chaque étape, la complexité diminue, tandis que la force narrative augmente. Le contexte joue un rôle essentiel. À la fin du XXe siècle et au début du suivant, l'accès à l'information s'élargit brutalement. Les données scientifiques deviennent accessibles, mais sans toujours les clés nécessaires pour les interpréter. Des images issues de relevés techniques circulent hors de leur cadre original. Des extraits de publications sont isolés, détachés de leurs précautions méthodologiques. Ce morcellement favorise les lectures sélectives. Dans ce nouvel environnement, certaines figures émergent comme intermédiaires. Elles se présentent comme traductrices d'un savoir caché, capable de relier des fragments disparates pour révéler une vérité ignorée. Leur discours s'appuie souvent sur un mélange de références authentiques et d'interprétations personnelles. Cette hybridation crée une impression de rigueur, tout en laissant une grande liberté narrative. Le mythe orbital se construit ainsi autour d'éléments réels, mais réassemblés. Une mission spatiale devient une preuve implicite. Un article technique se transforme en aveu codé. Une incertitude reconnue devient une confirmation différée. Le récit gagne en cohérence interne, même s'il s'éloigne progressivement du cadre scientifique qui l'a vu naître. Un aspect frappant de cette évolution est la fixation progressive d'une trajectoire. Là où les textes anciens évoquaient un passage symbolique, le récit moderne décrit une orbite précise, souvent très allongée, traversant périodiquement les régions internes du système solaire. Cette trajectoire est rarement justifiée par des données concrètes. Elle répond avant tout à une nécessité narrative. Elle permet de situer l'événement dans le temps, de créer une attente.
Cette attente est renforcée par des dates avancées, puis révisées. Chaque échéance manquée ne met pas fin au récit, elle le modifie. La trajectoire est ajustée, le calendrier repoussé. Ce mécanisme était révélateur. Il montre que le cœur du mythe n'est pas la prédiction, mais sa perpétuation. Le récit survit en se déplaçant, en absorbant ses propres échecs. La modernité du mythe se manifeste aussi dans son rapport à l'autorité. La science institutionnelle y est souvent présentée comme monolithique, fermée, dissimulatrice. Cette représentation contraste fortement avec la réalité fragmentée de la recherche contemporaine. Mais elle offre un antagoniste clair, indispensable à la structure narrative. Sans silence supposé, il n'y aurait pas de révélation à venir. Il est intéressant de noter que ce type de récit n'est pas unique. L'histoire récente regorge d'exemples similaires où une hypothèse marginale devient un mythe globalisé. Ce qui distingue Nibiru, c'est son ancrage cosmique. Le ciel, par sa distance et son immensité, se prête particulièrement bien à la projection de récits invisibles. Il est difficile à vérifier directement pour le non-spécialiste, ce qui renforce l'asymétrie de savoir. La technologie numérique amplifie ce phénomène. Les algorithmes favorisent les contenus qui suscitent une réaction émotionnelle modérée mais persistante. Nibiru, présentée comme une menace silencieuse, correspond parfaitement à ce profil. Elle n'est pas immédiatement alarmante, mais elle instille une inquiétude diffuse. Cette tonalité lui permet de circuler durablement, sans provoquer de rejet immédiat. Dans ce contexte, la distinction entre hypothèse et croyance devient floue. Le mythe orbital se présente souvent comme une question ouverte, tout en suggérant fortement une réponse prédéterminée. Cette posture ambiguë est efficace. Elle permet de se protéger des critiques tout en maintenant une direction narrative claire. Toute réfutation devient alors un élément du récit, interprété comme une confirmation indirecte. La naissance moderne de Nibiru révèle ainsi une dynamique propre à notre époque, une difficulté à accepter l'absence comme réponse finale, une tendance à privilégier les récits continus aux explications fragmentaires. La science, avec ses incertitudes assumées et ses révisions constantes, apparaît moins satisfaisante qu'un mythe cohérent, même fragile. Ce mythe n'est pas imposé de l'extérieur, il est co-construit. Chaque lecteur, chaque diffuseur, chaque commentateur y ajoute une nuance, une preuve supposée, une interprétation personnelle. Cette plasticité est sa force. Elle lui permet de s'adapter à des contextes culturels variés, à des préoccupations changeantes. Pourtant, à mesure que le récit se consolide, un paradoxe apparaît. Plus la planète hypothétique est décrite en détail, moins elle est compatible avec les observations disponibles. Le mythe gagne en précision narrative ce qu'il perd et en plausibilité scientifique. Cette tension n'est jamais résolue. Elle est entretenue car elle alimente la curiosité. Comprendre la naissance moderne de ce mythe ne revient pas à le dissoudre. Cela permet plutôt de le situer, de le voir comme un produit culturel né à l'intersection de données réelles, d'incertitudes assumées et de besoins narratifs. Le ciel n'y est plus seulement observé, il est raconté. Mais un mythe ne se maintient pas uniquement par sa structure, il a besoin d'un environnement favorable pour se diffuser. À partir du moment où Nibiru devient un récit moderne, sa propagation dépend moins des observatoires que des réseaux, des plateformes, des mécanismes invisibles qui hiérarchisent l'attention. C'est dans cet espace numérique, silencieux mais puissant, que l'histoire prend une nouvelle ampleur. Lorsque le mythe quitte le cercle restreint de ceux qui l'ont formulé, il entre dans un espace où il n'est plus contrôlé par une seule voix. Internet ne crée pas les récits, mais il leur offre une surface presque infinie sur laquelle se déployer. Dans cet espace, la notion de vérité change subtilement de fonction. Elle n'est plus seulement liée à la vérification, mais à la répétition, à la visibilité, à la capacité d'un contenu à circuler sans friction. Les plateformes numériques ne privilégient pas la rigueur ou la cohérence scientifique. Elles privilégient l'attention. Ce qu'elles mettent en avant est ce qui retient, ce qui suscite une réaction mesurée mais persistante. Le doute, surtout lorsqu'il est formulé calmement, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il ne provoque pas de rejet immédiat. Il s'installe. Il invite à continuer, à chercher, à relier d'autres fragments. Nibiru devient alors moins une hypothèse qu'un motif récurrent. Chaque nouvelle publication ne cherche pas à prouver son existence de manière définitive, mais à rappeler qu'une question demeure. Ce rappel constant crée une impression de profondeur. Si tant de contenus y font référence, c'est que quelque chose doit subsister. La répétition remplace progressivement la démonstration. Dans cet environnement, les algorithmes jouent un rôle discret mais décisif.
Ils observent les comportements, ajustent la visibilité, renforcent les thèmes qui génèrent une interaction prolongée. Un utilisateur qui s'intéresse à une anomalie astronomique se voit proposer d'autres contenus similaires, non par intention narrative mais par optimisation statistique. Pourtant, l'effet produit est celui d'une convergence apparente. Cette convergence donne l'illusion d'un consensus alternatif. Les mêmes images reviennent, les mêmes arguments circulent, souvent avec de légères variations. Chaque variation donne l'impression d'une enquête collective en cours. En réalité, il s'agit souvent d'un recyclage de sources identiques, reformulées pour maintenir l'attention. Le doute se nourrit de lui-même. Le plus subtil dans ce mécanisme est qu'il ne nécessite aucune des informations actives. Il fonctionne avec des éléments authentiques, mais décontextualisés. Une déclaration prudente devient une admission. Une incertitude reconnue devient une zone d'ombre. Le ton reste mesuré, parfois même scientifique en apparence. C'est cette retenue qui rend le récit durable. Dans les espaces numériques, l'autorité se fragmente. Un article revu par des pairs et un billet personnel peuvent apparaître côte à côte, sans hiérarchie claire. La distinction entre expertise et interprétation devient floue. Cette horizontalité, souvent célébrée, a aussi pour effet de dissoudre les repères. Le lecteur navigue entre des niveaux de fiabilité très différents sans toujours en avoir conscience. Nibiru s'insère dans cette zone grise. Elle n'est pas présentée comme une certitude absolue, mais comme une possibilité négligée. Cette posture est difficile à contester sans paraître fermer le débat. Toute tentative de clarification peut être interprétée comme une défense de l'ordre établi. Le doute se protège ainsi derrière une apparente ouverture. Les images jouent un rôle central dans cette amplification. Le ciel photographié à différentes longueurs d'onde produit des formes abstraites, des points lumineux, des halos. Sans explication, ces images deviennent des supports narratifs. Une annotation ajoutée, un cercle tracé, et l'interprétation est orientée. Le visuel, détaché de son contexte, acquiert une autonomie trompeuse. La temporalité numérique accentue encore ce phénomène. Les contenus anciens ressurgissent, mélangés à des publications récentes. Une observation datant de plusieurs années peut être présentée comme actuelle. Le temps se comprime. L'impression d'imminence est entretenue sans qu'aucun événement réel ne se produise. Le récit reste toujours au bord de la révélation. Dans ce flux continu, la correction a peu de prise. Les démentis circulent moins car ils suscitent moins d'engagement. Ils demandent de l'attention, de la patience. Ils n'offrent pas de continuité narrative. Le doute, lui, s'étend facilement. Il ne nécessite pas de conclusion. Il peut rester ouvert indéfiniment. Il serait pourtant réducteur de voir ce phénomène uniquement comme une dérive. Il révèle aussi un besoin profond, un besoin de participer à la construction du sens. Les récits autour de Nibiru offrent une forme d'exploration accessible. Ils donnent l'impression de prendre part à une enquête cosmique, de ne pas être simple spectateur d'un savoir inaccessible. Ce besoin est renforcé par la complexité réelle de l'astronomie contemporaine. Les données sont vastes, les méthodes sophistiquées. Pour beaucoup, elles restent abstraites. Le récit alternatif propose une porte d'entrée plus intuitive, même si elle est trompeuse. Il remplace la complexité par une cohérence narrative. Dans cet environnement, le doute devient une ressource. Il alimente la circulation, maintient l'attention, justifie la production continue de contenu. Il n'est plus une étape vers la connaissance, mais un état stable. Cette stabilisation du doute est une caractéristique marquante de l'écosystème numérique moderne. Comprendre ce mécanisme ne revient pas à le condamner moralement. Il s'agit plutôt de reconnaître comment les récits se transforment lorsqu'ils sont soumis à des logiques de diffusion automatisées. Nibiru, dans ce cadre, n'est pas seulement une idée astronomique contestée. Elle est un produit de l'attention collective, façonnée par des systèmes qui privilégient la continuité sur la résolution. À mesure que le doute se diffuse, une autre confusion s'installe, celle entre hypothèses distinctes. Des concepts scientifiques réels, mais complexes, sont progressivement associés à Nibiru jusqu'à se confondre avec elle. Cette fusion brouille encore davantage le paysage. Elle donne au mythe une légitimité indirecte en l'adossant à des recherches authentiques mais sans lien direct. C'est dans cette zone de confusion que surgit fréquemment une autre idée, souvent invoquée comme preuve implicite. Celle d'une planète hypothétique étudiée sérieusement par les astronomes, mais située bien plus loin. Une hypothèse réelle, rigoureuse, mais dont le nom et la distance sont régulièrement mélangés à ceux de Nibiru.
Pour comprendre comment cette confusion s'est installée, il faut désormais se tourner vers cette autre planète supposée et examiner ce qu'elle est réellement censée expliquer. À un moment donné, deux idées distinctes commencent à se superposer. L'une appartient au domaine du mythe contemporain, l'autre à celui de la recherche scientifique rigoureuse. Leur rapprochement n'est pas intentionnel, mais il est presque inévitable. Lorsqu'une hypothèse réelle évoque l'existence possible d'un objet encore non observé, elle devient un point d'ancrage idéal pour des récits déjà en circulation. C'est ainsi que Planète 9 entre dans l'orbite narrative de Nibiru. Planète 9 n'est pas née d'une relecture de textes anciens ni d'une inquiétude diffuse. Elle émerge d'une observation précise et limitée. Certains objets très éloignés, situés aux confins du système solaire, présentent des orientations orbitales étonnamment similaires. Cette cohérence inhabituelle suggère l'influence d'un corps massif, lointain, évoluant bien au-delà des planètes connues. L'hypothèse est formulée avec prudence, assortie de marges d'erreur et explicitement présentée comme provisoire. Cette prudence disparaît souvent lorsque l'idée quitte le cercle académique. Dans l'espace numérique, la distinction entre une planète hypothétique très lointaine et une planète proche supposément cachée s'estompe rapidement. Les deux concepts partagent un vocabulaire commun. Planète inconnue, influence invisible, absence de détection directe, ces similitudes superficielles suffisent à alimenter la confusion. La différence fondamentale réside pourtant dans la distance. Planète 9, telle qu'elle est envisagée, évoluerait dans des régions si éloignées que son influence sur l'environnement proche serait minime et extrêmement lente. Elle ne s'approcherait jamais des planètes internes. Elle ne traverserait pas les régions observées par les sondes classiques. Son existence, si elle est confirmée un jour, s'inscrirait dans une continuité cosmique calme, sans événements perceptibles à l'échelle humaine. Nibiru, en revanche, est presque toujours décrite comme un objet de passage, un corps qui s'approche, traverse puis disparaît à nouveau. Cette dynamique est essentielle à son récit. Sans proximité, il n'y a pas de tension. Sans passage, il n'y a pas de révélation. En associant Planète 9 à Nibiru, le récit gagne une caution scientifique apparente, tout en conservant sa charge émotionnelle. Cette association repose souvent sur un glissement subtil. Les incertitudes Pour comprendre comment une espèce a pu traverser 2 millions d'années sans s'effondrer, il faut s'attarder sur la structure même de son corps, car la longévité n'est jamais le fruit du hasard. Elle naît d'une combinaison subtile de caractéristiques physiques, de mécanismes internes et de comportements façonnés par le temps. L'anatomie de cette créature, bien qu'en apparence modeste, renferme une architecture patiemment optimisée. Rien n'y semble excessif, rien n'y paraît destiné à l'exploit, et pourtant chaque détail reflète une forme d'adaptation profonde, presque méditative, qui lui a permis de survivre là où tant d'autres espèces ont disparu. Sa morphologie générale est compacte, basse, stable. Ce type de silhouette réduit l'exposition aux prédateurs, mais diminue également les risques liés aux accidents environnementaux. Elle n'est ni fragile ni lourde. Elle occupe un point d'équilibre entre solidité et économie, comme si son corps avait été sculpté pour durer et non pour performer. Ses os, bien qu'assez denses, ne montrent aucune complexité inutile. Il se renforce là où les pressions sont les plus fréquentes et se simplifie là où le mouvement exige peu de contraintes. Cette harmonie structurelle a minimisé les besoins en énergie, tout en assurant une résistance adaptée aux conditions fluctuantes des milieux humides où elle évolue. Lorsqu'on étudie attentivement les fossiles, on constate que les articulations de cette créature possèdent une robustesse particulière. Elle ne favorise non pas la rapidité, mais un mouvement régulier, stable, précis. Cette limite mécanique, loin d'être un handicap, a joué un rôle essentiel dans sa survie. Un rythme lent implique moins de blessures, moins d'usure, moins d'épuisement. L'animal se déplace comme une présence inscrite dans le sol même, en s'adaptant continuellement à la texture du terrain. Les milieux humides exigent ce type de stabilité. Une créature trop rapide, trop brusque, risquerait de s'enfoncer, de glisser ou de se blesser. Celle-ci, au contraire, semble avoir été façonnée pour se mouvoir en silence entre les herbes saturées d'eau et les sols lointaines. Un autre élément central de son anatomie réside dans sa peau. Ni trop fine, ni trop épaisse, elle possède une texture adaptée à des environnements où l'humidité domine. Certaines impressions fossilisées montrent des motifs réguliers, probablement facilitant l'évacuation de l'eau ou la protection contre des micro-organismes présents dans les marécages. Mais dans cette enveloppe externe, sobre mais efficace,
constitue une première barrière contre les variations climatiques. Elle limite les pertes de chaleur tout en empêchant une saturation fortement avec le récit de Nibiru. Un équilibre précieux qui permet à la créature de rester vérifiable dans des conditions et des débats ouverts, sans dépense d'énergie et une accumulation d'indices en observant la disposition de ces organes internes à travers les rares empreintes préservées. L'autre, les chercheurs ont relevé une organisation qui témoigne d'une gestion énergétique remarquable. Révèle un glissement plus large. Son appareil digestif, par exemple, semble optimisé pour extraire le maximum de nutriments d'aliments modestes. Une tendance à amalgamer des hypothèses, dès lors des végétaux simples, des organismes minuscules, des résidus n'est pas propre à l'astronomie, même lorsque la biodiversité de nombreux domaines, ce dispositif interne fonctionne lentement, à l'interprétation, mais avec une efficacité clairement planète neuve qui s'accommode de ressources faibles, ce qui réduit la dépendance à des cycles alimentaires lointaines. Dans les périodes de crise, cette capacité d'extraction maximale de la moindre ressource devient un atout vital. Le système respiratoire, lui aussi, s'inscrit dans cette logique de sobriété. Il ne semble pas conçu pour soutenir des efforts brusques ou des courses rapides, mais plutôt pour alimenter un métabolisme destiné à l'endurance. La confusion est dissipée, les structures fossilisées suggèrent une capacité respiratoire modérée mais stable, adaptée à des activités lentes et continues. Ce mécanisme réduit l'exposition au stress physiologique comme un choix stratégique. Il diminue l'usure interne qui, chez de nombreuses espèces, accélère le vieillissement. Pour répondre à cela, une respiration calme entretient un organisme qui n'est jamais poussé au-delà de ses limites naturelles. Sur leur manière de communiquer, le cœur, bien entendu, suit la même symphonie. Ce qu'elles disent, les indices laissés dans certaines empreintes osseuses est transformé en organe d'une taille proportionnelle assez réduite, reflétant une pression interne lorsqu'il émane d'institutions scientifiques. Et rarement un trait anatomique soutient un mode pas d'un vide soigneusement extrême n'a pas sa place, mais d'un espace laissé par la nature même du travail de recherche, d'usure prématurée, de défaillance. Ce silence est souvent interprété autrement. On retrouve ce principe chez plusieurs espèces modernes pour les soupçons, pour leur longévité. Un intervalle où l'absence de déclaration comme forme de préservation, une déclaration implicite. La tête de la créature offre un autre détail révélateur. Sa mâchoire ne présente ni dents imposantes, ni structures adaptées lorsque des résultats sont consolidés. Elle se contente de broyer, de mâcher des végétaux, de réduire des marges sont comprises. Cette sobriété anatomique évite l'usure rapide avec l'attente de nombreux prédateurs habitués, herbivores spécialisés. Rapide. Elle dispense également l'espèce d'adopter ce décalage temporel violent ou énergivore. Là où la science attend, une alimentation humble maintient une anatomie de Nibiru. Cette incohérence entre le corps et le comportement explique en grande partie il n'y a rien de sa capacité à traverser les âges. L'absence de délétion, selon les rares traces stable et répétée dans des empreintes, ne donne pas lieu à des communiqués réguliers. Semble petit. Elle est intégrée silencieusement au cadre à percevoir les contrastes plus que les détails. Ne réaffirme pas chaque jour. Ils ne sont pas ceux d'un chasseur, ni ceux d'un animal vivant dans les espaces lumineux, non les continuités. Ils conviennent à des environnements tamisés où la lumière filtre à travers les feuillages, une rétention d'informations, les reflets. Alors qu'il s'agit d'une adaptation lui permettait de naviguer dans des lieux où d'autres percevaient mal leur environnement. L'anatomie oculaire reflète encore une fois un mode de vie à mi-chemin entre la prudence et l'effacement. Le message les membres présentent l'hypothèse aussi des particularités significatives alors qu'elle a déjà été évaluée. Leur forme robuste suggère un appui stable, une adaptation au sol irrégulier et souvent boueux. Ils ne permettent pas la course, mais soutiennent impeccablement la marche lente et spécialisée. Leur conception révèle une forme d'endurance mécanique qui limite les risques liés au déplacement. Ces membres assurent une base solide pour un organisme qui doit se maintenir dans un environnement changeant sans jamais recourir à une fuite rapide. La stabilité plutôt que la performance. L'ensemble du corps montre une cohérence si forte que les chercheurs y voient un exemple parfait d'adaptation convergente avec la durée. Rien n'y est superflu et rien n'y manque. L'anatomie de cette créature n'a pas cherché à évoluer vers une complexité accrue, car cela n'aurait pas servi sa stratégie de survie. Au contraire de Conseil, elle a conservé les structures les plus efficaces, ajustant à peine certains aspects au fil du temps. Cette constance morphologique est l'un des indices les plus marquants de son ancienneté. Elle est la preuve qu'un organisme peut atteindre un équilibre si complet que le changement devient inutile. On pourrait croire que cette absence d'innovation physique aurait pu fragiliser l'espèce, mais c'est le contraire. En se maintenant dans des paramètres biologiques simples, elle a minimisé les risques d'erreurs adaptatives accumulées. Les espèces qui évoluent rapidement peuvent accumuler des transformations qui les rendent dépendantes de conditions spécifiques. Si ces conditions disparaissent, l'espèce disparaît à son tour. Celle-ci
récit n'a jamais couru ce risque. Hors de son contexte. Son anatomie stable la rendait capable de s'adapter à des environnements variés, sans par des interprétations, de modifications profondes, des récits alternatifs. Cette forme de perfection fonctionnelle révèle également une autre dimension, l'importance de la retenue dans l'évolution. Il est transformé en preuve de nombreuses espèces. Cette transformation est à occuper par la distance entre le langage transformant et le langage courant. Cette créature a choisi la voie inverse. Les publications sont techniques. Elle s'est maintenue dans une zone souvent difficile à lire, sans formation développant un corps parfaitement adapté à des milieux, voire n'a jamais voulu dominer. Ce choix biologique perçu inscrit dans ses gènes que quelque chose est tenu à l'écart, une identité qui n'a presque pas changé de rappeler que la transparence scientifique, l'anatomie de cette espèce raconte par des déclarations simplifiées. La durée est parfois le fruit de la modestie, aux méthodes, un corps aux débats internes. Ni la performance, ni la domination peut traverser les temps plus sereinement qu'un organisme dont la survie repose sur des stratégies complexes. Comprendre cette architecture persiste. C'est comprendre la base même de son endurance. Les institutions n'ont pas besoin de cacher une information à observer l'équilibre fragilisé dans lequel elle vit aujourd'hui régulièrement. Car son anatomie, n'entre pas dans le cadre des recherches à la lenteur du monde ancien, doit désormais faire face à un monde où les changements se produisent. Cette absence de pertinence est difficile à communiquer. Ce constat nous mène naturellement vers la question suivante. Comment cet équilibre interne existe aussi une asymétrie de responsabilité actuelle de l'environnement. Les institutions sont tenues de communiquer avec précision à explorer car leurs paroles engagent des ressources, des politiques, des décisions publiques. Les récits alternatifs, eux, peuvent se permettre une grande flexibilité. Ils peuvent avancer des idées sans en assumer les conséquences. Cette asymétrie crée une impression de retenue d'un côté, de liberté de l'autre. Le silence institutionnel est donc souvent une posture de rigueur, non de dissimulation. Il reflète une priorité donnée à ce qui peut être démontré, mesuré, reproduit. Cette priorité peut sembler froide, mais elle est le fondement de la crédibilité scientifique. Sans elle, la frontière entre hypothèse et spéculation se dissoudrait. Pourtant, cette rigueur a un coût. Elle laisse un espace émotionnel inoccupé. Elle ne répond pas aux besoins de récit, de sens immédiat. Dans cet espace, des histoires comme celle de Nibiru trouvent une résonance. Elles offrent une explication simple à un monde complexe. Elles donnent un visage à l'inconnu. Comprendre les raisons ordinaires du silence institutionnel permet de le démystifier. Il ne s'agit pas d'un mur, mais d'un seuil. Un seuil entre ce qui est activement étudié et ce qui ne l'est pas. Ce seuil est mouvant, réévalué en permanence. Mais il reste fondé sur des critères précis, non sur des intentions cachées. Ce constat n'éteint pas toutes les interrogations. Il en laisse subsister une, plus profonde. Si une planète proche existait réellement, si elle s'approchait lentement, que se passerait-il concrètement? Quels signes apparaîtraient avant toute annonce officielle? Quels changements mesurables, observables, indépendants de toute institution se manifesteraient dans l'environnement céleste? Pour répondre à cette question, il faut quitter le domaine des récits et des silences et revenir à la physique observable du ciel. Non pas pour prédire une catastrophe, mais pour comprendre ce que l'univers montrerait, sans intention, sans secret, si quelque chose de massif venait réellement à se rapprocher. Lorsqu'un objet massif se déplace dans l'espace, il ne le fait jamais dans l'isolement. Le ciel est un tissu de relations lentes où chaque corps influence subtilement les autres. Rien n'y surgit sans laisser de traces préalables. Avant toute annonce, avant toute image claire, avant même toute certitude institutionnelle, l'univers commencerait à parler de lui-même de manière indirecte mais cohérente. La première chose à changer ne serait pas le ciel tel qu'on l'imagine, mais son rythme. Les régularités qui paraissent immuables commenceraient à se décaler légèrement. Ces décalages ne seraient pas visibles à l'œil nu, mais ils s'accumuleraient dans les données collectées depuis des décennies. Des objets très sensibles aux influences extérieures, évoluant aux marges du système solaire, réagiraient en premier. Leur comportement collectif révélerait une présence nouvelle bien avant qu'elle ne soit localisée. Ces objets ne sont pas choisis au hasard. Ils constituent une sorte de mémoire dynamique du système. Leur lenteur les rend vulnérables aux perturbations, mais aussi extrêmement informatifs. Une influence nouvelle modifierait leur distribution, leur orientation, leur cohérence globale. Ces changements seraient subtils, mais persistants. Ils ne dépendraient pas d'une interprétation isolée, mais apparaîtraient dans des ensembles indépendants de données. Ensuite, le ciel proche entrerait progressivement en résonance. Les trajectoires des corps connus commenceraient à montrer de légers écarts, d'abord presque négligeables, puis de plus en plus cohérents. Aucun de ces écarts ne serait spectaculaire pris isolément. C'est leur répétition,
leur direction commune qui attirerait l'attention. La science ne détecte pas les événements par surprise, mais par convergence. Un objet approchant ne pourrait pas rester thermiquement neutre. Même froid, même ancien, il interagirait avec son environnement. Cette interaction produirait une signature énergétique détectable par des instruments déjà en service. Cette signature évoluerait dans le temps. Elle se déplacerait lentement par rapport au fond stellaire. Elle serait observée par des réseaux distincts, à des moments différents, sans coordination préalable. Il est important de souligner que ces signes ne dépendraient pas d'une agence ou d'un choix institutionnel. Ils émergeraient dans les données brutes. Ils seraient visibles pour toute équipe disposant des outils adéquats. Dans l'histoire de l'astronomie, les découvertes majeures ont souvent été confirmées indépendamment, parfois même simultanément, par des observateurs qui ne se connaissaient pas. Le ciel montrerait aussi des asymétries nouvelles. Des régions jusqu'alors calmes deviendraient statistiquement atypiques. Pas par un événement soudain, mais par une accumulation de petites incohérences. La science est particulièrement sensible à ces motifs. Elle ne cherche pas l'exception isolée, mais la rupture de la distribution attendue. À mesure que l'objet hypothétique se rapprocherait, ces signaux gagneraient en clarté. Ils cesseraient d'être ambigus. Leur interprétation deviendrait plus contrainte. Les modèles existants devraient être ajustés de manière significative pour rester compatibles avec les observations. Ce moment serait décisif. Il ne pourrait pas passer inaperçu, car il impliquerait une remise en question collective de ce qui était jusque-là stable. Contrairement au récit populaire, cette phase ne serait pas accompagnée de silence. Elle serait au contraire marquée par une intensification des échanges scientifiques. Des prépublications apparaîtraient, des débats émergeraient, des hypothèses concurrentes seraient testées. La science ne réagit pas par retenue lorsqu'un phénomène réel se manifeste. Elle réagit par prolifération d'analyses. Le public pourrait ne pas immédiatement percevoir cette effervescence. Les discussions seraient techniques, prudentes, parfois contradictoires. Mais elles seraient visibles. Elles laisseraient des traces consultables. Ce moment n'aurait rien d'un secret. Il ressemblerait davantage à un désordre contrôlé, typique des périodes de transition scientifique. Il est aussi essentiel de comprendre ce que le ciel ne montrerait pas. Il ne produirait pas de signes intentionnels. Pas de trajectoire parfaitement alignée avec les attentes humaines. Pas de synchronisation avec des dates symboliques. L'univers ne compose pas avec nos récits. Il se manifeste selon des dynamiques qui ignorent les calendriers culturels. Un objet réellement approchant ne serait pas d'abord perçu comme une menace. Il serait perçu comme une anomalie à expliquer. Le langage utilisé pour le décrire serait neutre, parfois même décevant pour ceux qui attendent une révélation spectaculaire. La science nomme avant d'interpréter. Elle mesure avant de raconter. Cette distinction est fondamentale. Les récits autour de Nibiru décrivent souvent une arrivée silencieuse, presque furtive, suivie d'une révélation tardive. Cette séquence ne correspond pas à la manière dont l'univers se manifeste. Le ciel ne garde pas de secret intentionnel. Il révèle progressivement ce qui interagit avec lui. L'absence actuelle de ces signes n'est donc pas anodine. Elle indique que rien de ce type n'est en cours. Cette absence ne repose pas sur une déclaration unique, mais sur la cohérence prolongée de multiples observations. Elle n'est pas un vide, mais un état stable. Cela ne signifie pas que l'univers est figé. Des événements inattendus se produisent. Des objets sont découverts. Mais ils émergent toujours à travers des indices observables, accumulés, débattus. Ils ne surgissent pas dans le silence total, ni dans un isolement institutionnel. Le ciel observé patiemment montre surtout une continuité, une lenteur presque indifférente à l'urgence humaine. Cette lenteur est parfois interprétée comme une attente, comme si quelque chose se préparait hors champ. Mais cette interprétation révèle davantage notre rapport au temps que la dynamique cosmique elle-même. Si quelque chose approchait réellement, la question ne serait pas de savoir si cela serait caché, mais de reconnaître les signes déjà visibles. Or, ces signes ne sont pas là. Cette constatation n'est ni rassurante ni inquiétante. Elle est simplement descriptive. À ce stade de la réflexion, une tension apparaît. D'un côté, un ciel mesuré, cohérent, silencieux dans sa stabilité. De l'autre, un besoin humain de signification, de récit, de présence cachée. Cette tension ne peut pas être résolue par davantage de données seules. Elle touche à quelque chose de plus profond. Pourquoi, malgré l'absence de signes observables, l'idée persiste-t-elle ? Pourquoi le besoin d'un objet approchant reste-t-il si fort ? Peut-être parce que, au-delà de l'astronomie, Nibiru ne parle pas du ciel, mais de nous.
de notre rapport à l'incertitude, à la finitude, à l'idée que quelque chose d'extérieur pourrait donner un sens au silence que nous percevons. C'est vers cette frontière entre cosmos mesurable et besoin humain de récit que le regard doit maintenant se tourner. Il existe un moment où la question cesse d'être strictement scientifique, non pas parce que la science échoue, mais parce qu'elle atteint une limite naturelle. Elle décrit, mesure, compare, puis s'arrête là où les données cessent. À cet endroit précis, un autre mouvement commence, plus discret, plus ancien, le besoin de sens. Nibiru, à ce stade, n'est plus seulement une planète hypothétique. Elle devient un point de convergence entre ce que l'on ne voit pas et ce que l'on cherche à comprendre. L'absence de preuves est souvent perçue comme un inconfort. Elle laisse un espace ouvert, sans contour net. Pour l'esprit humain, cet espace est difficile à habiter longtemps. Il appelle une structure, une narration, une forme. L'idée d'un objet caché, lentement approchant, offre une réponse simple à cette tension. Elle transforme le vide en attente, l'incertitude en récit. Ce mécanisme n'est ni nouveau ni marginal. À travers l'histoire, les périodes d'incertitude ont souvent produit des figures invisibles mais agissantes, des forces cachées, des signes à venir, des seuils imminents. Le ciel, par son immensité silencieuse, a toujours servi de support à ces projections. Il est suffisamment éloigné pour échapper à la vérification immédiate, mais suffisamment présent pour nourrir l'imaginaire. Dans le cas de Nibiru, cette projection est renforcée par le langage scientifique lui-même. Les mots utilisés pour décrire l'inconnu sont prudents, conditionnels, parfois négatifs, non détectés, non confirmés, incompatibles avec les observations actuelles. Ce langage rigoureux dans son intention peut sembler évasif à ceux qui cherchent des réponses définitives. Le doute méthodologique est alors interprété comme une hésitation, voire une réticence. Cette interprétation révèle une attente implicite, celle que la science devrait fournir non seulement des descriptions, mais aussi des certitudes existentielles. Lorsqu'elle ne le fait pas, un espace se crée pour d'autres récits. Ces récits ne cherchent pas toujours à contredire la science. Ils cherchent à la compléter, à lui donner une dimension narrative qu'elle ne revendique pas. Nibiru fonctionne alors comme un symbole discret. Elle incarne l'idée que quelque chose échappe encore au contrôle, que le monde n'est pas entièrement cartographié, que le futur n'est pas totalement prévisible. Cette idée peut être inquiétante, mais elle peut aussi être rassurante. Elle suggère que le mystère subsiste, que tout n'a pas été réduit à des modèles. Il est important de noter que ce besoin de mystère n'est pas incompatible avec la science. De nombreux chercheurs reconnaissent que l'inconnu est un moteur puissant. La différence réside dans la manière de l'aborder. La science accepte l'inconnu comme provisoire, localisé, progressivement réductible. Le récit mythique, lui, tend à le maintenir comme permanent, central, porteur de sens. Lorsque l'absence de preuve est perçue comme une preuve en soi, un renversement s'opère. Le manque de données devient un argument positif. Plus rien n'est attendu du ciel observable. Tout se joue dans l'interprétation du silence. Ce renversement est séduisant, car il libère le récit de toute contrainte empirique. Il n'a plus besoin de confirmation pour exister. Mais ce glissement a un coût. Il brouille la distinction entre ignorance et dissimulation. Ne pas savoir devient synonyme de ne pas vouloir dire. Cette confusion transforme la science, non en outil imparfait, mais en acteur supposément intentionnel. Le silence cesse d'être une limite et devient une stratégie imaginée. Ce processus est souvent renforcé par un sentiment plus large de défiance. Lorsque les institutions apparaissent distantes, complexes ou difficiles pour la comprendre, leur prudence est interprétée comme une rétention. Le besoin de sens se double alors d'un besoin de contrôle. Croire qu'un secret existe est parfois plus supportable que d'accepter une absence sans intention. Nibiru cristallise cette dynamique. Elle offre une explication globale à une multiplicité de frustrations diffuses. Elle relie des éléments disparates en une histoire cohérente. Elle transforme le hasard cosmique en trajectoire signifiante. Dans ce récit, rien n'est accidentel. Tout a une direction, même si elle est cachée. Pourtant, cette cohérence est construite après coup. Elle ne naît pas des données, mais de leur sélection. Ce qui ne s'intègre pas au récit est écarté. Ce qui peut être interprété est amplifié. Cette asymétrie est rarement consciente. Elle relève d'un biais cognitif profond, partagé par tous les humains, y compris les scientifiques lorsqu'ils ne sont pas vigilants. La différence tient dans la méthode. La science institutionnalise le doute. Elle le formalise, le rend productif. Elle exige que toute hypothèse puisse être abandonnée. Le récit mythique, au contraire, protège son noyau.
Il peut évoluer en surface, mais il conserve son centre intact. Nibiru peut changer de distance, de trajectoire, de calendrier, sans jamais disparaître. Il serait cependant trop simple de réduire cette persistance à une erreur ou à une illusion. Elle révèle une question plus profonde. Que faisons-nous du silence du monde ? Comment vivons-nous avec l'idée que certaines choses n'ont pas de réponse immédiate, ni même de réponse définitive ? Le ciel observé avec précision reste en grande partie indifférent aux attentes humaines. Cette indifférence peut être difficile à accepter. Dans ce contexte, Nibiru agit comme une médiation. Elle redonne au ciel une intention, une direction. Elle suggère que quelque chose est en mouvement, même si nous ne le voyons pas encore. Cette suggestion apaise autant qu'elle inquiète. Elle transforme l'inconnu en présence latente. Mais à mesure que l'on prend du recul, une autre possibilité apparaît. Et si le silence n'était pas un manque, mais une donnée ? Et si l'absence de signe n'était pas une attente déçue, mais une information complète en elle-même ? Cette perspective demande un changement de regard. Elle invite à accepter que le sens ne soit pas toujours donné par l'extérieur. Le ciel dans cette lecture n'est pas un messager. Il n'annonce pas. Il évolue selon des dynamiques qui nous dépassent, sans se soucier de nos récits. Cette absence de message peut sembler froide, mais elle ouvre aussi un espace de responsabilité. Le sens n'est plus attendu d'un événement cosmique. Il est construit ici, dans la manière dont nous interprétons ce que nous savons et ce que nous ignorons. Nibiru alors cesse d'être une question astronomique. Elle devient un révélateur. Elle montre comment l'esprit humain réagit face à l'incertitude prolongée, comment il préfère parfois une hypothèse improbable à une absence stable, comment il transforme le doute en attente, le silence en signe. À ce stade, la frontière entre hypothèse et croyance devient centrale. Elle ne se trace pas par la conviction, mais par la méthode. Une hypothèse accepte sa possible disparition. Une croyance se réorganise pour survivre. Cette distinction est discrète, mais essentielle pour comprendre pourquoi certaines idées persistent indépendamment des données. En approchant de cette frontière, une dernière question se pose naturellement. Que reste-t-il lorsque l'on retire le nom, la trajectoire, le récit ? Que reste-t-il lorsque Nibiru cesse d'être une planète supposée et devient simplement un silence observé ? Peut-être alors apparaît quelque chose de plus fragile, mais aussi de plus honnête. La reconnaissance que l'univers n'a pas besoin de se rapprocher pour nous confronter à l'inconnu. Il le fait déjà, dans chaque espace laissé ouvert par notre savoir limité. C'est sur cette ligne ténue entre hypothèses abandonnées et croyances persistantes que la réflexion atteint son point le plus délicat. Il existe une ligne presque invisible où la pensée change de nature. Elle ne se manifeste pas par un événement précis ni par une déclaration explicite. Elle se révèle dans la manière dont une idée réagit à l'absence de confirmation. Tant qu'une hypothèse accepte de disparaître face aux données, elle reste ancrée dans le champ de la recherche. Lorsqu'elle commence à se protéger contre toute réfutation, elle glisse lentement vers autre chose. Cette transition est rarement consciente. Elle ne naît pas d'un refus délibéré de la science, mais d'un attachement progressif à une explication devenue familière. Une hypothèse offre d'abord un cadre pour explorer l'inconnu. Elle est légère, provisoire, ouverte. Puis, à mesure qu'elle est répétée, commentée, partagée, elle acquiert une stabilité émotionnelle. Elle cesse d'être un outil et devient un repère. Nibiru illustre ce basculement avec une clarté particulière. À l'origine, il n'y avait qu'un mot ancien, réinterprété, déplacé hors de son contexte. Puis une série de suppositions modernes, fragiles, souvent contradictoires. À chaque étape, l'idée aurait pu s'éteindre, absorbée par des explications plus solides. Mais elle a survécu, non parce qu'elle expliquait mieux le monde, mais parce qu'elle répondait à une attente. Cette attente n'est pas nécessairement spectaculaire. Elle peut être silencieuse, presque intime. Le désir que le monde conserve une part d'intention cachée, que le ciel ne soit pas seulement un ensemble de processus indifférents, mais un espace où quelque chose pourrait encore surprendre, intervenir, signifier. Lorsque la science décrit un univers largement stable, ce désir trouve peu d'écho. Le récit alternatif vient combler ce manque. La différence entre hypothèse et croyance ne tient donc pas à la certitude, mais à la flexibilité. Une hypothèse scientifique est conçue pour être mise à l'épreuve. Elle prévoit les conditions de sa propre invalidation. Elle existe dans un équilibre précaire, toujours prête à être remplacée. Une croyance, au contraire, se reconfigure face à l'épreuve. Elle intègre la contradiction comme un élément du récit. Dans le cas de Nibiru, chaque absence de détection devient une preuve indirecte de dissimulation.
Chaque réfutation est interprétée comme une défense intéressée. Ce mécanisme n'est pas unique à ce sujet. Il apparaît chaque fois qu'une idée devient centrale pour donner sens à un ensemble plus large d'incertitudes. La croyance ne cherche plus à expliquer un phénomène précis. Elle cherche à préserver une cohérence globale. Cette cohérence est souvent plus importante que l'exactitude. Elle offre une continuité là où la science propose des fragments. Elle relie des domaines distincts en une seule narration. Elle transforme des zones d'ignorance en éléments intentionnels. Cette transformation est séduisante, car elle réduit l'angoisse liée au hasard et à l'incomplétude. Il est important de souligner que cette dynamique ne relève pas d'un manque d'intelligence ou de rigueur individuelle. Elle est profondément humaine. L'esprit cherche naturellement des motifs, des récits, des causes. Il supporte mal le vide explicatif prolongé. La science, en acceptant ce vide comme temporaire, va à l'encontre de cette inclination spontanée. La frontière devient particulièrement fragile lorsque le langage scientifique lui-même est mal compris. Les termes de probabilité, de limite, de non-détection sont interprétés comme des hésitations. Or, ils sont au contraire des marqueurs de précision. Dire que quelque chose n'a pas été observé dans un cadre donné n'est pas une faiblesse. C'est une information complète. Mais cette nuance se perd facilement hors du contexte. Lorsque l'hypothèse devient croyance, le rapport au temps change également. Le futur cesse d'être ouvert. Il est déjà écrit, attendu. Les dates peuvent varier, mais l'événement reste inévitable dans le récit. Cette inévitabilité est un signe clair de basculement. Une hypothèse n'anticipe pas son propre triomphe. Une croyance, si. Dans les discours autour de Nibiru, cette anticipation est souvent perceptible. Il ne s'agit plus de se demander si quelque chose existe, mais quand il sera révélé. Cette question du moment remplace celle de la réalité. Le débat se déplace sans jamais remettre en cause le noyau du récit. C'est là que la frontière était franchie. Pourtant, cette frontière n'est pas définitive. Une croyance peut redevenir une hypothèse si elle accepte à nouveau la possibilité de disparaître. Ce retour est rare, mais possible. Il nécessite un changement de posture, non de données. Il demande de reconnaître que le sens recherché ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un objet caché. Cette reconnaissance n'est pas une perte. Elle peut au contraire ouvrir un espace plus vaste. Lorsque le ciel n'est plus chargé de messages dissimulés, il devient un lieu d'observation plus libre. L'émerveillement ne dépend plus d'une révélation attendue, mais de la complexité déjà présente. Les structures, les mouvements, les équilibres deviennent suffisants en eux-mêmes. À ce stade, Nibiru peut être vue comme un révélateur de nos attentes. Elle montre comment une idée peut se transformer lorsqu'elle est détachée de son cadre initial. Comment elle peut devenir un support pour des questionnements qui la dépassent largement. Elle parle moins d'une planète que de notre rapport à l'invisible. La science ne prétend pas dissiper tous les mystères. Elle en crée parfois de nouveaux, plus profonds, plus subtils. Mais elle refuse de leur donner une intention qu'ils n'ont pas. Elle accepte que certaines questions restent ouvertes, non par stratégie, mais par honnêteté. Cette acceptation est difficile, mais elle est essentielle pour maintenir une distinction claire entre exploration et projection. En approchant cette frontière, il devient possible de relire l'ensemble du parcours autrement. Non comme une enquête inachevée sur un objet caché, mais comme une réflexion sur la manière dont les récits se construisent de face au silence du monde. Le ciel n'a pas besoin d'abriter une planète invisible pour rester mystérieux. Sa profondeur, sa durée, son indifférence même suffisent à nous confronter à nos limites. Ce que révèle finalement Nibiru, ce n'est pas une menace cosmique, mais une tension intérieure. Entre le désir de certitude et l'acceptation de l'incertitude. Entre l'attente d'un événement extérieur et la reconnaissance que le sens n'est pas toujours donné par ce qui approche, mais par ce que nous observons déjà. À la fin de ce cheminement, il ne reste ni confirmation, ni démenti spectaculaire. Il reste un ciel observé, mesuré, silencieux dans sa stabilité, et une question plus discrète, mais plus durable. Sommes-nous prêts à accepter que le mystère n'annonce rien, qu'il n'avance pas vers nous, mais qu'il demeure simplement là, comme une invitation à regarder sans attendre qu'il se transforme en récit? Imaginer qu'une planète inconnue se cache à proximité implique plus qu'un simple objet manquant dans un catalogue. Cela suppose une série de conséquences profondes, souvent sous-estimées. Une planète proche ne serait pas seulement un corps silencieux dérivant dans l'ombre. Elle serait un acteur actif, inscrit dans un système déjà densément observé, déjà finement compris dans ses équilibres essentiels. Ce qu'elle cacherait réellement ne serait pas sa présence, mais l'ampleur de ses effets.
Un tel objet modifierait d'abord la dynamique du voisinage cosmique immédiat. Les corps les plus modestes, souvent négligés dans l'imaginaire collectif, seraient les premiers à réagir. Leur comportement collectif changerait de manière mesurable. Ces changements ne seraient pas isolés ni ambigus. Ils formeraient des motifs nouveaux, persistants, impossibles à attribuer au hasard ou à des ajustements mineurs. Or, ces motifs ne sont pas observés. Une planète proche influencerait également la stabilité à long terme des trajectoires connues. Même si ces effets étaient lents, ils s'accumuleraient. L'histoire de l'astronomie montre que ce type d'accumulation est détectable bien avant que l'objet responsable ne soit directement visible. Ce n'est pas la vision qui précède la compréhension, mais la cohérence des perturbations. Là encore, cette cohérence n'apparaît pas. Mais au-delà des conséquences mesurables, une planète proche cacherait quelque chose de plus dérangeant. Elle remettrait en cause la compréhension même du processus de formation et d'évolution du système solaire. Les modèles actuels, imparfaits mais robustes, expliquent la répartition des masses, la stabilité globale, la distribution des petits corps. Introduire un objet massif proche sans trace claire impliquerait une révision profonde de ces modèles, bien au-delà d'un simple ajustement. Une telle révision ne pourrait pas rester confinée à un cercle restreint. Elle affecterait de nombreux domaines connexes. Les études sur l'origine des comètes, sur la distribution des astéroïdes, sur la stabilité climatique à long terme seraient toutes concernées. Cette interconnexion rend la dissimulation globale extrêmement improbable. Trop de disciplines, trop de données indépendantes convergeraient vers la même anomalie. Il est aussi essentiel de considérer la dimension temporelle. Une planète proche ne serait pas arrivée récemment sans préavis. Son influence aurait été présente bien avant toute inquiétude moderne. Elle aurait laissé des traces dans les archives anciennes, non pas sous forme de mythes interprétables, mais sous forme d'observations récurrentes, de perturbations notées, de régularités brisées. Or, ces traces cohérentes font défaut. Le paradoxe est là. Pour qu'une planète proche reste cachée, elle devrait être à la fois suffisamment massive pour être significative et suffisamment insignifiante pour ne rien perturber. Cette contradiction est rarement abordée frontalement. Elle est contournée par des récits qui déplacent sans cesse l'objet, qui ajustent ses propriétés pour préserver l'idée centrale. Mais plus ces ajustements s'accumulent, plus l'hypothèse se vide de sa substance explicative. Ce que cacherait vraiment une planète proche, ce n'est donc pas un danger imminent, mais une incohérence profonde. Elle exigerait que de nombreux signaux indépendants soient simultanément absents ou mal interprétés. Elle impliquerait que le ciel, observé sous des angles multiples depuis des décennies, soit à la fois extrêmement actif et parfaitement silencieux. Cette coexistence est difficile à soutenir sans invoquer une intention cachée, extérieure à la dynamique cosmique elle-même. Or, l'univers n'a pas besoin d'intention pour produire des effets. Il n'organise pas ces phénomènes autour de ce qui peut ou non être observé. Il se manifeste selon des régularités lentes, indifférentes aux récits humains. C'est précisément cette indifférence qui rend les grandes structures détectables. Elles ne cherchent pas à se cacher. Elles interagissent simplement. La persistance de l'idée d'une planète proche dissimulée révèle donc autre chose. Elle révèle une difficulté à accepter que certaines inquiétudes n'aient pas de support matériel, qu'elles existent indépendamment d'un objet précis. Nibiru, dans ce cadre, devient un réceptacle. Elle concentre des peurs diffuses, des attentes de rupture, des interrogations sur la stabilité du monde. Ce transfert est compréhensible. Il est plus simple de projeter l'incertitude sur un objet extérieur que de la reconnaître comme une composante permanente de notre condition. Une planète qui approche offre un scénario clair. Elle donne un visage à l'inconnu. Elle permet d'imaginer une cause unique à des tensions multiples. Mais ce scénario a une limite. À mesure que les données s'accumulent, sans le soutenir, il devient de plus en plus détaché du réel observable. Il flotte, porté uniquement par sa capacité à répondre à un besoin narratif. Cette capacité ne le rend pas faux au sens moral, mais elle le place en dehors du champ explicatif. Ce que cacherait vraiment une planète proche, si elle existait, serait donc moins un événement futur qu'un bouleversement déjà en cours dans les données. Elle ne se manifesterait pas soudainement. Elle serait déjà là, inscrite dans des anomalies persistantes, débattues ouvertement, examinées sous tous les angles. Elle ne serait pas un secret, mais un problème scientifique majeur. L'absence de ce problème est, en soi, une information. Elle indique que le ciel, dans sa proximité, est remarquablement stable. Cette stabilité n'est pas absolue, mais elle est cohérente. Elle permet de distinguer les véritables inconnus,
lointaines, subtiles, de celles qui relèvent du récit. À ce point du cheminement, il devient possible de regarder l'ensemble autrement. Non comme une enquête inachevée sur une planète cachée, mais comme une exploration de nos attentes face au silence cosmique. Ce silence n'annonce rien. Il ne promet pas de révélation. Il persiste, mesuré, documenté, parfois décevant, souvent apaisant. Il reste alors une dernière étape, non pour conclure, mais pour élargir encore le regard. Si Nibiru ne se rapproche pas, si aucune planète proche ne se cache, que reste-t-il de cette histoire ? Peut-être autre chose qu'un démenti, peut-être une invitation à accepter l'échelle réelle du cosmos et la place discrète que nous y occupons. C'est vers cette perspective, plus vaste et plus silencieuse, que la réflexion peut désormais se tourner. À la fin de cette trajectoire, il ne reste ni révélation cachée, ni objet approchant. Il reste quelque chose de plus difficile à saisir parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans un récit clair. L'échelle cosmique elle-même. Une immensité qui ne se manifeste pas par des événements soudains, mais par une continuité presque indifférente à l'existence humaine. C'est face à cette échelle que les récits, comme celui de Nibiru, prennent leur véritable signification. L'univers ne se déploie pas selon nos rythmes. Il n'accélère pas pour correspondre à nos attentes, ni ne ralentit pour se rendre plus compréhensible. Les distances, les durées, les masses qui le composent dépassent de loin l'intuition. Même lorsqu'elles sont traduites en images ou en métaphores, elles restent fondamentalement étrangères à l'expérience quotidienne. Cette étrangeté est rarement confortable. Elle crée un décalage constant entre ce que nous savons et ce que nous ressentons. Dans ce décalage naît une tension. L'esprit humain cherche des repères, des événements, des seuils. Il préfère une approche identifiable à une stabilité sans message. Une planète qui viendrait bouleverser l'ordre établi offre une forme de proportion. Elle rend l'immensité compréhensible en la ramenant à un événement localisé. Elle donne un visage à ce qui, autrement, resterait abstrait. Mais cette réduction a un prix. Elle remplace l'échelle réelle par une narration adaptée à nos limites. Elle transforme l'univers en décor intentionnel alors qu'il est avant tout un ensemble de processus aveugles, ni hostiles, ni bienveillants. Cette neutralité est difficile à accepter, car elle ne nous place pas au centre. Elle nous rappelle que la plupart des phénomènes se produisent sans référence à notre présence. Les limites humaines ne sont pas seulement cognitives, elles sont aussi émotionnelles. Accepter que rien ne s'approche, que rien n'annonce de rupture, peut sembler décevant. Le silence prolongé du ciel peut être perçu comme un manque, alors qu'il est simplement une continuité. Cette continuité n'offre pas de climax, pas de résolution narrative. Elle exige une attention différente, plus patiente, moins orientée vers l'attente. La science, dans ce cadre, ne cherche pas à combler ce vide émotionnel. Elle le reconnaît. Elle décrit ce qui est observable et accepte ce qui ne l'est pas encore. Cette acceptation est parfois interprétée comme une froideur. En réalité, elle est une forme de respect. Respect pour la complexité du monde, pour ses échelles réelles, pour ses silences. Nibiru, lorsqu'on la regarde à travers cette lentille, cesse d'être une question à résoudre. Elle devient un symptôme discret de notre difficulté à habiter un univers sans intention apparente. Elle révèle le besoin persistant de croire que quelque chose se prépare, que le calme n'est qu'un prélude. Ce besoin n'est pas une erreur, il est profondément humain. Mais il existe une autre manière de regarder le ciel, non comme un écran sur lequel projeter des récits, mais comme un champ d'observation où chaque détail, même banal, témoigne d'une histoire bien plus vaste que la nôtre. Les mouvements lents, les équilibres stables, les absences prolongées sont eux aussi des informations. Elles parlent d'un univers où le changement est souvent graduel, où les grandes ruptures sont rares à l'échelle humaine. Cette perspective demande un ajustement. Elle invite à déplacer l'attention, à accepter que l'inconnu ne prenne pas toujours la forme d'un objet caché. L'inconnu peut être diffus, réparti, sans centre. Il peut résider dans les limites de nos instruments, dans les marges de nos modèles, dans les questions encore ouvertes. Il n'a pas besoin de s'incarner pour être réel. En acceptant ses limites, quelque chose se transforme. Le ciel n'est plus une menace silencieuse, ni une promesse différée. Il devient un espace de coexistence. Un lieu où notre curiosité peut s'exercer sans attente de révélation. Un lieu où le mystère n'est pas un défaut à corriger, mais une condition durable de la connaissance. Il est tentant de croire que le sens doit venir de l'extérieur, qu'un événement cosmique pourrait donner une orientation claire à nos inquiétudes. Mais cette attente transfère une responsabilité qui n'appartient pas à l'univers. Le sens, lorsqu'il existe,
se construit dans la manière dont nous interprétons ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore. À l'échelle cosmique, notre position est modeste. Cela ne la rend pas insignifiante. Au contraire, elle nous offre une liberté particulière, celle d'observer sans être au centre, celle de comprendre sans être la cause, celle de contempler un monde qui n'a pas besoin de nous pour exister, mais qui nous inclut néanmoins. Le récit de Nibiru, lorsqu'il est dépouillé de ses attentes, laisse place à une autre forme de vertige, non celui d'une planète approchante, mais celui d'un univers vaste, ancien, profondément silencieux. Ce silence n'est pas un message codé, il est la toile de fond sur laquelle toute connaissance se dessine. À la fin, il ne reste pas une conclusion, mais une posture. Regarder le ciel sans attendre qu'il confirme nos récits. Accepter que certaines questions n'aient pas de réponse spectaculaire. Reconnaître que l'absence peut être aussi signifiante que la présence. Dans cette reconnaissance, l'inquiétude se transforme doucement en curiosité. L'univers ne se rapproche pas, il ne s'éloigne pas non plus. Il est là, dans une stabilité relative, traversée de changements lents, presque imperceptibles. Et c'est peut-être dans cette lenteur, dans cette indifférence apparente, que réside la forme la plus profonde du mystère. Un mystère qui ne promet rien, mais qui invite, simplement, à continuer d'observer.